Thank you, Claudia, Merci beaucoup, Claudia, pour cette introduction. Merci à Épicentre de m'avoir invité à participer à cette journée très importante. We turn now to tuberculosis. Nous allons maintenant nous intéresser à la tuberculose. Claudia has said, Comme Claudia l'a dit, and as some of us may know, et comme certains d'entre nous le savent peut-être, global threats that c'est vraiment une des menaces mondiales auxquelles nous sommes confrontés. C'est une maladie infectieuse qui tue to COVID-19. et qui n'arrive qu'en deuxième position derrière la Covid-19. S'il n'y avait pas eu la Covid, eh bien, ça serait la tuberculose la première cause de mortalité dans le monde. In the last Et we noted that dans le dernier rapport, on a vu que plus de 10 millions de personnes these include étaient touchées par cette maladie. children, Il y a des enfants, beaucoup d'enfants. 55% sont des hommes. over a long time, Et we have been wondering why men. pendant très longtemps, on s'est posé la question de savoir pourquoi les hommes sont plus touchés. We know Mais on sait aussi difficult que c'est difficile diagnosis of TB. d'effectuer le diagnostic That year, de la tuberculose. for Donc, TB, especially among cette année, people that developed la diagnosis and TB, couverture 400,000 a concerné 100 000 personnes reached care. et il n'y a que 40% de toutes ces personnes qui ont eu accès à des soins. Donc, il y a vraiment un très fort des lacunes entre le nombre de patients et l'accès aux soins. Il y a énormément de pays qui sont dans des difficultés pour essayer d'identifier les cas de tuberculose. Donc, Session, dans cette session, very nous allons avoir good work that des travaux très intéressants effectués par Épicentre countries qui proviennent de plusieurs pays of à la suite new diagnostic for TB. du nouveau modèle de diagnostic pour la tuberculose chez les enfants de l'OMS. Il y a du travail qui a été fait pour effectuer des tests, pour voir si ce test justement était faisable, acceptable. Et nous allons avoir un petit peu d'informations à ce sujet cet après-midi. On sait aussi que le traitement de la tuberculose est complexe. Et quand on a la TB-MDR, et il y a des effets indésirables. Et puis, c'est encore plus difficile quand on parle des enfants. Les produits, les formules disponibles. Donc, on va avoir des résultats très intéressants qui vont nous être présentés. Certains qui proviennent d'études cliniques et puis d'autres résultats aussi vous seront présentés au cours de la session. Et nous avons un panel de présentateurs et ma collègue va venir nous les présenter et puis elle pourra aussi inviter le premier orateur ou les premières oratrices. Thanks very much, Dr. Savia. Merci beaucoup, Dr. Stavia. Alors, excusez-moi, mais avant de présenter les chercheurs, je voudrais vous donner un petit peu de contexte sur les études sur lesquelles ils travaillent parce qu'elles font partie d'un projet plus important qui s'appelle le projet TACTIC. Vous en avez peut-être entendu parler. TACTIC, ça veut dire tester, éviter et soigner la tuberculose chez les enfants. C'est un acronyme. Et il y a beaucoup de projets pluridimensionnels dans le cadre de ce projet tactique ou TIC dans 3 zones pour améliorer la prise en charge de la tuberculose chez les enfants. Le premier domaine, c'est la mise en œuvre, mettre en œuvre les nouvelles recommandations de l'OMS. On est très, très chanceux parce qu'on a 3 domaines de nouvelles recommandations pour l'OMS qui nous permettent d'améliorer la prise en charge des enfants à tuberculose. Tout d'abord, le diagnostic, des algorithmes de décision de traitement qui aident les cliniciens à prendre des décisions sur la base de paramètres cliniques pour que les enfants puissent recevoir un traitement plus rapidement et de ce fait éviter la mortalité.
les traitements, donc des traitements plus courts pour la tuberculose, aussi pour certaines formes de tuberculose résistantes aux médicaments, et puis la prévention, le troisième volet. Donc, on essaye de voir comment on peut avoir des traitements plus courts aussi dans la prévention. Tous ces axes sont interconnectés et se nourrissent les uns les autres, parce que pour faire la mise en œuvre, il faut faire du plaidoyer, donc le plaidoyer pour la mise en œuvre, mais aussi du plaidoyer pour de meilleurs outils pour la prise en charge de la tuberculose chez les enfants. Vous allez entendre des présentations sur une étude qui fait partie de ces actes de recherche qui rentre dans le cadre de la mise en place. C'est de la recherche opérationnelle sur la mise en œuvre avec un retour des enseignements, une documentation des impacts et de nouvelles études d'impact. Donc ça va avoir une incidence sur la façon dont on va poursuivre la mise en œuvre et la montée en puissance de cette stratégie dans les pays. Et vous avez de la chance parce que ça, ce sont les premiers résultats qui ressortent de cette étude, une étude multimétrique. On a regardé les algorithmes, de la faisabilité, de l'acceptabilité de ces algorithmes de prise de décision. Les deux présentatrices sont Sophie Payotte, qui est psychologue sociale et chercheur collaborateur dans l'étude de STIMNUT, stimulation psychosociale en nutrition, Koutala, et elle participe aussi à l'étude multisite TB Algopède. Elle est aussi membre du groupe de support technique Mix Méthode Recherche au sein d'Épicentre. Julia Scarpa, quant à elle, est une infirmière pédiatrique et une chercheuse travaillant à Épicentre à l'Institut de médecine tropicale d'Anvers en Belgique. Elle utilise des méthodes mixtes et des approches participatives dans le domaine de la santé et de la nutrition de la mère et de l'enfant et du changement climatique. Et je leur passe maintenant la parole. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer par quelques éléments de contexte pour mieux situer notre recherche sur la faisabilité et acceptabilité de l'implémentation des algorithmes de décision thérapeutique de la TB. Partons d'un premier constat qui est celui des sous-diagnostics de la TB chez les enfants. En effet, nous savons qu'autour de 60% des enfants atteints de TB ne sont pas diagnostiqués et que 96% des enfants qui meurent à cause de la TB n'ont pas bénéficié d'un traitement. Pour faire face à cette problématique, l'OMS a développé des algorithmes afin de donner un guide structuré aux agents de santé et afin d'améliorer le diagnostic de la TB chez les enfants. Comme vous pouvez voir ici, à gauche, il y a l'algorithme A pour les structures possédant des radiographies et à droite, l'algorithme B pour celles qui n'ont pas d'accès. Ces algorithmes se présentent sous la forme de fiches où les agents de santé, médecins, mais aussi infirmiers, en plus des examens diagnostiques effectués, peuvent cocher les symptômes observés lors de l'examen clinique et afin d'obtenir un score qui lui permettra de décider sur la prescription de traitements anti-TB ou autres. Dans ce contexte de nouveaux algorithmes, MSF a développé un large projet appelé TACTIC, comme a dit Cathy, qui veut dire Test, Avoid and Cure TB in Children, pour améliorer les diagnostics et la prise en charge de la TB chez les enfants dans plusieurs pays, que ce soit à travers le support aux équipes de terrain et les plaidoyers pour la mise en place des algorithmes, mais aussi à travers la mise en place de recherche opérationnelle. C'est dans le cadre de ce dernier objectif, des tactiques, que l'étude TB Algopède a été conçue. Donc, l'étude TB Algopède est composée de 3 parties. La première est une étude prospective qui s'intéresse à la performance diagnostique des algorithmes. Le deuxième est une analyse des données de routine. Et enfin, une étude mixed méthode qui va étudier la faisabilité et l'acceptabilité de l'implémentation des algorithmes. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer seulement sur cette partie. Donc, dans cette étude de faisabilité et acceptabilité, nous avons 3 objectifs principaux. Le premier, c'est d'identifier les facteurs socioculturels qui peuvent influer sur le processus de diagnostic et sur l'implémentation des algorithmes. Le deuxième, c'est de comprendre les perceptions des agents de santé et des responsables d'enfants. Et le troisième, c'est d'analyser l'évolution des pratiques et les potentiels changements entraînés par l'implémentation.
Cette étude de faisabilité et acceptabilité se déroule dans 3 pays, la Guinée, le Niger et l'Ouganda, qui sont actuellement en train d'implémenter les algorithmes. Elle combine différentes méthodologies de recueil des données, comme les entretiens, les focus group, les observations, qui s'effectuent à 3 moments clés de l'implémentation, soit dès le début de l'implémentation, dans les 6 mois de l'implémentation et dans les 24 mois de l'implémentation. Enfin, cette étude cible une population composée d'agents de santé, médecins infirmiers, des responsables d'enfants symptomatiques et des informateurs clés. Donc pour aujourd'hui, nous allons vous présenter les résultats préliminaires de l'analyse thématique et de l'analyse critique du discours de 45 entretiens semi-directifs réalisés auprès des agents de santé, donc des médecins mais aussi des infirmiers, qui ont bénéficié de la formation aux algorithmes. Et donc ces entretiens ont été réalisés au Niger, en Guinée ou en Ouganda, plutôt au début de l'implémentation. Donc je vous propose de commencer par quelques données sur le contexte avant l'implémentation pour bien comprendre les barrières liées au diagnostic de la TB. Donc tout d'abord, nous avons demandé aux agents de santé de décrire le parcours de soins type des enfants symptomatiques et de préciser quelles étaient les barrières auxquelles ils étaient confrontés. En quelques mots, les agents affirment que la principale difficulté pour eux est de diagnostiquer des enfants qui arrivent avec un état de santé extrêmement détérioré, ce qui est dû aux consultations tardives. Et cela est illustré dans ces graphiques que je vous propose de lire de gauche à droite. Donc, en effet, les agents de santé expliquent que certains facteurs au niveau de la communauté, donc ici en bas à gauche, comme le manque des moyens, le manque de connaissances des familles, la stigmatisation, la difficulté d'accès aux centres de santé, conduisent les familles à recourir tout d'abord à l'automédication ou à la médecine traditionnelle. Ensuite, une fois au centre de santé, donc au milieu de la ligne bleue, les agents témoignent d'autres types de barrières qui rendent difficile le diagnostic de la tuberculose, comme le manque de connaissance du personnel, le fait de parfois devoir négocier avec les parents pour réaliser les examens ou les tests. Par ailleurs, certains évoquent que le manque ou la rupture des tests ou alors la panne des X-rays les empêcherait de réaliser des diagnostics efficaces. Et de plus, cette dernière barrière les obligerait à réorienter les enfants, les patients et les familles, à d'autres centres de santé, ce qui entraîne un risque de perte de vue. Donc, pour résumer, le diagnostic des enfants symptomatiques est contraint par des barrières au niveau de la communauté et par des barrières au niveau du centre de santé. Et c'est donc dans ce contexte difficile que les algorithmes sont implémentés aujourd'hui. Passons maintenant à quelques résultats sur les attitudes des agents de santé à l'égard des algorithmes. Donc on observe de manière générale dans les 3 pays des attitudes positives. Grosso modo, les participants affirment que les algorithmes répondent à un besoin réel qu'ils rencontrent dans leur contexte de travail. Et d'après les participants, donc les algorithmes facilitent la prise de décision et donnent par conséquent plus d'autonomie. Donc il y a plus ce besoin de devoir référer les enfants ou de dépendre par exemple des radios. Enfin, certains agents constatent que les algorithmes leur permettent de gagner du temps lors des consultations avec les patients. Néanmoins, pour d'autres, l'intégration de ces algorithmes dans les routines de travail présente un défi, car cela demande un temps supplémentaire par rapport aux pratiques déjà existantes et acquises. Cette citation illustre l'efficacité perçue des algorithmes qui permettrait désormais, comme le dit l'agent de santé, de mieux différencier les symptômes de la TB des autres maladies et d'effectuer ainsi des diagnostics rationnels. Et je vous propose maintenant de nous concentrer plus spécifiquement sur les résultats issus des entretiens auprès des infirmiers au Niger, où en fait on a commencé l'implémentation un peu plus tôt par rapport aux autres pays et où du coup il y avait un certain recul au moment des entretiens. Donc les infirmiers qui ont utilisé les algorithmes affirment qu'ils sont utiles car ils facilitent l'identification des symptômes de la TB. Et de plus, leur utilisation permettrait de légitimer leur raisonnement clinique, notamment grâce au système de scoring,
qui donc leur permet d'objectiver leur interprétation et conclusion. Par ailleurs, certains expliquent que les algorithmes contribuent à renforcer le sentiment d'autonomie et d'efficacité dans leur travail. En revanche, certains infirmiers ayant reçu la formation aux algorithmes mais n'ayant pas été impliqués dans leur utilisation expriment un sentiment d'exclusion et des attitudes négatives, non pas à l'égard des algorithmes, mais à l'égard de l'implémentation. Et donc nous pouvons résumer avec ces deux citations que l'adoption des algorithmes semble apporter des effets bénéfiques au niveau du statut et du rôle des infirmiers, ce qui est illustré par cette première citation où l'infirmière dit « Maintenant, avec cet algorithme, on arrive à dépister. Vraiment, nous, c'est une fierté pour nous, on est vus. » Et par ailleurs, chez les infirmiers qui n'ont pas été inclus, on constate un souhait d'inclusion, comme l'illustre la 12e citation, qui dit « Maintenant, c'est les infirmiers uniquement qui remplissent ça. Si on avait été bien formés, nous aussi, on allait les remplir. Le médecin n'est pas le seul employé ici. C'est nous qui sommes tout le temps en contact avec ces enfants-là. » En d'autres mots, utiliser les algorithmes semble une opportunité pour les infirmiers pour améliorer leur pratique de travail et donc pour agir dans le diagnostic des enfants symptomatiques. Donc, pour conclure, l'analyse de contexte nous a permis de soulever des différents types de barrières qui renseignent sur le contexte difficile dans lequel on implémente les algorithmes. Ensuite, l'analyse de discours des agents révèle de manière générale des attitudes positives à l'égard des algorithmes, les considérant donc comme nécessaires pour pallier aux difficultés rencontrées dans leur contexte de travail. Par ailleurs, nous avons vu que l'utilisation des algorithmes renforce le statut et le rôle des infirmiers. Néanmoins, ces résultats préliminaires permettent d'illustrer que l'expression d'attitude positive n'est pas égale à changement de comportement. Et en effet, nous avons également identifié des défis liés à la surcharge de travail ou au sentiment de ne pas se sentir concerné ou de manquer des connaissances. Ainsi, si on va un peu plus loin, ces résultats illustrent le besoin de s'intéresser davantage au contexte des structures de santé, par exemple à la définition des rôles et à la répartition des tâches, afin d'assurer en fait l'adoption et l'acceptabilité des outils innovants. Et donc les prochaines phases de notre étude sur la faisabilité et l'acceptabilité viseront à explorer comment les algorithmes sont perçus et adoptés à long terme. Je vous remercie pour votre attention. Thank you. We have our next presenter. Oui, ensuite, Bastard, je vais vous présenter Mathieu Bastard, qui est statisticien dans l'unité de surveillance de la tuberculose de l'organisation et le programme mondial de lutte contre la tuberculose de l'Organisation mondiale de la santé. Il a aussi soutenu des travaux sur l'estimation de la charge de la tuberculose pour être publié dans le rapport sur la tuberculose et fournit un appui technique au pays pour l'analyse des enquêtes nationales. Avant de rejoindre l'OMS en 2022, Mathieu a travaillé aussi à Épicentre pendant 12 ans et à Médecins sans frontières pour soutenir des projets de recherche opérationnelle sur la tuberculose en Europe de l'Est, en Afrique subsaharienne et en Asie. Et il va nous parler cet après-midi du traitement des enfants et des adolescents avec des régimes TB-MDR-RR contenant de la bédaquiline et d'élamanide et nous présentera les résultats d'une étude d'observation qui s'appelle END-TB. À toi, Mathieu. Thank you, Dr. Stavia. Wow, c'était une introduction un peu qui met la pression. Ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui. La première raison, comme l'a dit Dr. Stavia, c'est que j'ai travaillé 12 ans à Épicentre et maintenant que je suis parti, on m'a enfin réinvité à venir présenter après ma première JS en 2010. Donc ça me fait très plaisir. Donc voilà, je vais parler en anglais. Je me suis rendu la vie un peu difficile. Je n'avais pas réalisé qu'on pouvait parler en français. Donc je vais présenter en anglais.
So, good afternoon, everyone. So, I'm going to present this study from the NTB. Je vais vous présenter cette étude, extraite de l'étude observationnelle de NTB. On va parler du traitement des enfants et adolescents multirésistants avec un traitement contenant de la bédaquiline et de la delamanide. Jusqu'à récemment, le traitement de la TB multirésistante était long, toxique et peu efficace. Mais en 2015, deux nouveaux médicaments sont sortis pour traiter la TB multirésistante, multipharmacorésistante, la bédaquiline et la delamanide. Et le projet NTB, lancé en 2015, lancé par United, a 5 objectifs. Une étude observationnelle pour documenter l'usage étendu de la bédaquiline et de la delamanide dans 17 pays. Et puis 2 essais cliniques pour essayer de trouver des régimes de traitement moins toxiques et plus courts dans le temps. Le contexte de cette étude observationnelle, si vous en avez besoin, il s'agit d'une des plus grandes études observationnelles multi-pays à l'époque. Les patients étaient traités contre la TB multirésistante avec la bédaquiline et delamanide avec d'autres molécules. On a mis ça en place avec MSF, l'IRD et Partner in Health, partenaire en santé, financé par United. Comme vous l'avez entendu ce matin, les enfants et les adolescents qui ont la tuberculose et une tuberculose multirésistante sont souvent sous-diagnostiqués, donc sous-traités. On n'a que des données limitées sur le traitement des enfants avec la bédaquiline et la delamanide, ces nouvelles molécules, généralement parce qu'ils ne sont pas inclus dans les essais cliniques. Voilà pourquoi les études observationnelles prospectives sont essentielles. Et cette étude de NTB nous permet d'évaluer l'efficacité et la tolérance des traitements anti-tuberculose multirésistante, des traitements contenant de la bédaquiline et de la delamanide chez une population d'enfants et d'adolescents âgés de moins de 19 ans. On a initié un traitement long et individualisé à base de bédaquiline ou de delamanide et d'autres molécules entre 2015 et 2018. Je vais décrire la cohorte. Je vais vous parler des résultats à la fin du traitement. Je vais décrire les aspects tolérance, sécurité de ces nouveaux régimes et la survenue d'événements indésirables dignes d'intérêt. Il y a 2 types d'événements indésirables qui ont une pertinence clinique quant à leur sévérité, comme l'insuffisance rénale, la myosuppression, la perte d'électrolytes. Un aspect important de cette étude, c'est la collecte de données de sûreté, collecte systématique de données, y compris les événements indésirables, les événements indésirables dignes d'intérêt, les événements indésirables qui ont une pertinence clinique. Et tous ces événements indésirables ont été déclarés aux autorités nationales de santé et à l'unité de pharmacovigilance de MSF à Genève. Dans cette cohorte, 190 enfants et adolescents dans 14 pays. La plupart étaient âgés de 15 à 19% pour 70% d'entre eux, 64% de filles. Et c'était dans cette cohorte, la moitié était résistant au fluoroquinolone. Certains présentaient une pathologie bilatérale à la radiographie et il y avait des cavités aussi dans les poumons chez certains. Au début du traitement, tous les enfants et adolescents ont reçu un de ces 2 médicaments, bédaquiline, delamanide ou les 2. La bédaquiline a été prescrite à 51% des enfants, 39% ont reçu un régime contenant de la bédaquiline et 10% des adolescents et enfants ont reçu à la fois un traitement contenant à la fois de la bédaquiline et de la
délamanie. D'autres médicaments étaient ajoutés à ce traitement. 5 en moyenne, ce sont les médicaments les plus prescrits contre la TB multirésistante. L'inésolide est 80%, la plus prescrite, suivie par les pyranésamides, cyclocérine et des fluoroquinolones pour 60% à peu près. Et 5% des enfants et adolescents ont reçu des médicaments injectables qui faisaient encore partie du standard de soins à l'époque, du protocole habituel. Alors les résultats pour cette cohorte à la fin du traitement, les résultats étaient excellents. 85% des enfants en effet ont été guéris ou ont complété le traitement d'une durée médiane de 21 mois. 5% sont morts, 4% ont été perdus de vue, pour 4% aussi il y a eu une échappée thérapeutique, le traitement n'a pas fonctionné, 5 sont décédés. Donc. Voilà les résultats sur la sécurité, la tolérance et les principaux événements indésirables qui sont survenus. Le principal événement indésirable chez ces patients, c'était une neuropathie périphérique chez 16% des enfants et adolescents. Et dans ce camembert, vous voyez en jaune 54% des cas. Et il y a eu un épisode sans séquelles, et pour 35% des cas, il y a eu des séquelles. Ensuite, la perte en électrolytes chez 15% des enfants. Et la plupart de ces épisodes se sont soldés sans séquelles. Et en troisième point, une perte auditive chez 7% des enfants due aux produits injectables et donc un tiers sans séquelles, un autre tiers avec séquelles. Et pour les autres, on n'a pas réussi à résoudre leurs problèmes. La prolongation de l'intervalle QT, 2 épisodes seulement de prolongation du QT, donc c'est un chiffre assez faible, 2 épisodes, soit 1% de la cohorte. Et lors de ces 2 épisodes, eh bien, on a pu les résoudre sans qu'il y ait de séquelles chez les individus concernés. Cette étude nous montre que le traitement de la TB multirésistante avec la bédaquiline et délamanide est efficace et bien toléré chez l'enfant et l'adolescent. Les événements indésirables d'intérêt n'étaient pas très fréquents dans cette cohorte, mais une limite, les enfants de moins de 5 ans étaient sous-représentés en raison des barrières à la décision de traitement, y compris la confirmation bactériologique qu'on n'obtient pas très souvent. Et puis, il existe très peu de données sur la tolérance de ces traitements chez les enfants, car ils ne sont pas souvent inclus dans les essais cliniques, d'où l'importance des données de NTB. Et ça, c'était la première cohorte d'enfants et d'adolescents qui recevaient de la bédaquiline et de la délamanide dans le cadre de leur traitement, et avec un suivi détaillé et une surveillance des effets indésirables. Une dernière diapo. Ces données sur la sécurité ont contribué à la mise à jour des guidelines de l'OMS en 2020 et 2022. Il n'y a pas de barrière à l'usage de ces molécules pour des durées de traitement plus courtes et chez l'enfant. Il existe même des formules pédiatriques et il n'y a pas de problème de tolérance ou de sécurité. Donc, l'OMS recommande le passage à l'échelle de ce traitement pour ces tranches d'âge. Et puis, remerciements aux patients, aux équipes de NTB, aux équipes des programmes nationaux, l'équipe d'analyse, l'équipe de collecte des données. Merci à Cathy, merci à Elena qui est dans la salle aussi. 7 ans de travail avec toi et encore une fois l'ensemble des équipes de NTB. Merci beaucoup, Mathieu. Et maintenant, nous allons entendre Maëlène
Gouillou, qui travaille au département recherche d'Épicentre depuis 2019. Elle est statisticienne actuellement pour les médicaments de NTB. Elle analyse, elle a une longue connaissance des études cliniques, de l'analyse des études cliniques et de santé internationale. Bienvenue. Hi everyone, good afternoon. Bonjour à tous. I will now present some results of the... Je vais vous présenter des résultats de l'essai clinique NTB qui s'inscrit dans le cadre du projet NTB présenté par Mathieu juste avant moi. Et plus précisément, je vais vous présenter les résultats dans des sous-groupes, chez des sous-groupes de patients qui présentent une TB multirésistante. En 2015, la TB multirésistante représentait près de 500 000 cas et 190 000 décès par an. Le traitement était très long, entre 18 et 24 mois, toxique, complexe, nécessitait de prendre un grand nombre de cachets tous les jours, y compris des produits injectables pendant 6 à 8 mois. C'était très coûteux et très peu efficace. Une efficacité de 50 à 60% seulement. Donc l'arrivée sur le marché de nouvelles molécules, la bédaquiline et la délamanide, nous a permis de modifier nos traitements, de passer à un traitement complètement oral et plus agréable pour le patient. Donc, le projet NTB a été mis en place en vue d'améliorer le traitement de la TB multipharmaco-résistante et de trouver des formules de traitement plus courts et moins toxiques. L'essai NTB, essai randomisé avec témoins de non-infériorité, participants âgés de jusqu'à 15 ans, de plus de 15 ans, pardon, traités avec pour la TB résistante à la rifampicine, RR, et sensible au fluoroquinolone. Et on a étudié cela, on a distribué ces traitements pendant 9 mois et 18 mois aux témoins. Le suivi a porté sur 73 à 104 semaines pour la randomisation, soit 17 à 24 mois. Oui, c'était des semaines. Et on a atteint les résultats qu'on souhaitait à la semaine 73. Donc, voici les régimes les traitements, protocoles de traitement de NTB. On a ajouté ce nouveau traitement, bédaquiline et délaminide, avec aussi de la clofazimide et l'inésolide. Et puis, on peut ajouter des fluoquinolones, lévofloxacine ou moxifloxacine, et tous ont reçu de la pyrazinamide. Le standard de soins contient toutes les molécules recommandées par l'OMS et peut aussi contenir les molécules qui composent ce régime, ce traitement expérimental. L'essai clinique de NTB s'est terminé. Les résultats ont été présentés récemment. On va les passer en revue rapidement. Mais l'objectif de cette analyse de sous-groupe que je vous présente, c'était d'explorer l'efficacité des traitements NTB. Étudier les populations spécifiques qui peuvent présenter des différences. Et maintenant que les traitements de courte durée sont disponibles, est-ce qu'on peut aider les cliniciens à procéder au choix le plus pertinent? Pour la population qui nous intéressait, les caractéristiques susceptibles d'influencer le succès de ces traitements expérimentaux. Ces facteurs, on les a choisis dans la littérature. Et on a voulu évaluer donc l'effet des traitements plus courts comparés aux longs traitements. On a conservé les caractéristiques de base, co-infection avec le VIH, faible indice de masse corporelle,
Diabète, We look at the proportion of favorable outcome at week 73. on a regardé les résultats favorables à la semaine 73 Characteristics. chez les patients qui avaient présenté ces caractéristiques et ceux qui ne la présentaient pas dans le bras expérimental et dans le bras témoin. Cette différence a été calculée comme une différence de proportion entre les résultats favorables et défavorables entre le bras expérimental et le bras de témoin, avec un intervalle de confiance de 95%. Les populations sur lesquelles on portait l'analyse, c'est une population avec tous les patients randomisés qui ont reçu au moins une dose de traitement, qui avaient une culture positive, qui ont montré être résistants à la rifampicine, mais qu'on ne savait pas, mais on ne sait pas s'ils sont résistants aux autres médicaments expérimentaux, y compris la pyrazinamide. Et c'était une étude où il fallait prouver la non-infériorité. C'est une analyse exploratoire. Okay, so the patients were recruited in 12 sites in the clinic. Alors, on a travaillé sur 12 sites dans 7 pays répartis à travers le monde. Vous le voyez sur la carte. 754 patients were randomized. Ces 754 patients ont été randomisés entre février 2017 et octobre 2021. Started in June 2023. Et l'analyse a commencé en juin 2023, l'an dernier. Là, Là, vous voyez la proportion d'issues favorables à la semaine 73 dans chacun des bras. D'abord, la belle proportion de résultats favorables de 78,8% à 90,4%. Autre élément important à noter, la forte proportion de résultats favorables dans le bras témoin, avec plus de 80% d'issues positives. Donc, 3 bras, un TB1, un TB2, un TB3. On a démontré la non-infériorité et un TB1 était même supérieur aux résultats obtenus dans le groupe témoin. Maintenant, voyons les résultats dans le sous-groupe qui nous intéresse. On va présenter sous ce même format. Pour chacun des bras, où on a démontré la non-infériorité, NTB 1, 2 et 3. Sur la première ligne, on a le résultat dans la population générale. Et puis, pour chaque sous-groupe d'intérêt, et bien, dans toutes les catégories des sous-groupes, la catégorie d'intérêt est surlignée en bleu, par exemple les patients porteurs du VIH séropositif. Puis on a le nombre et la proportion d'issues positives dans le bras expérimental, puis dans le bras témoin, et puis la différence au niveau des risques représentés par un carré. Et vous voyez l'intervalle de confiance. La ligne verticale représente un risque de différence de 0. Tout ce qui est à gauche, donc ça montre une supériorité, enfin favorise le bras du témoin. Chez les séropositifs, on voit que dans les bras 1 et 2, avec les séropositifs, c'est cohérent avec les autres résultats, alors que dans le troisième bras, le bras de témoin est meilleur et on a une différence par rapport au groupe VIH qui ont reçu les traitements NTB1 et NTB2. Pour la définition de la sévérité de la maladie, on n'a pas vu de différence entre les participants qui souffrent d'une maladie plus grave par rapport à la population générale dans les 3 bras. Donc, les résultats de NTB restent valides dans cette population et on ne constate pas de différence dans les 3 bras chez les participants qui souffrent d'une forme sévère de la maladie. Les groupes qui souffraient d'un faible indice de masse corporelle, on ne voit pas de différence entre les 3 bras.
Enfin, les patients souffrant de diabète, là aussi les résultats montrent des différences dans les résultats du traitement par rapport à la population générale, mais cette fois, l'avantage est au bras expérimental et on ne voit pas de différence entre ces trois bras. Donc, conclusion, nous n'avons pas détecté de signal chez les patients souffrant de pathologies graves ou de diabète. Donc, il semble raisonnable d'utiliser les traitements NTB 1, 2 et 3 chez cette population. Quand on a détecté un premier problème chez les patients séropositifs, on a constaté qu'il était préférable d'utiliser les traitements NTB 1 et 2 pour les séropositifs. Chez les patients avec un faible indice de masse corporale, on ne sait pas, là encore, quel est le meilleur traitement et peut-être qu'il faudrait appliquer un traitement de plus longue durée. Ces éléments ont été apportés à la discussion avec les patients pour les informer, les guider dans le choix du traitement. Et puis, il convient de réaliser d'autres recherches pour confirmer ces signaux et puis conclure avec les cliniciens quant au choix de traitement pour ces sous-groupes de patients. Nous souhaitons remercier toutes les personnes impliquées dans le projet clinique NTB, beaucoup de gens, beaucoup de partenaires. Et puis, on tient aussi à remercier tous les participants, l'équipe sur place, l'équipe centrale, dont beaucoup sont représentés ici. Merci à tous. Another round of applause for our presenters. On peut applaudir nos présentateurs. It is now time. Et vient maintenant le moment des questions, commentaires. Après ces trois premières présentations. Okay, while we're waiting for some questions from the people in the room, we have one question online. En attendant les questions de la salle, on a une question en ligne de Jemayo Shabada. Des études ethnographiques pour comprendre pourquoi il existe des obstacles lors de l'examen des enfants pour le tuberculose. Would you like to? Yeah. Can't understand my French. It's okay. Merci pour cette question. Je suis d'accord avec cette étude ethnographique qui peuvent nous permettre de mieux comprendre, mais on a eu des contraintes de temps et des contraintes de financement aussi. Donc, nous n'avons pas pu réaliser cette étude ethnographique, faute de temps et de fonds. On a dû former les travailleurs de terrain, les chercheurs. Il aurait fallu les former, donc voilà pourquoi on a recouru à d'autres méthodes. Any other comment from the... Yes, here. Oui, merci beaucoup pour cette très bonne présentation. J'ai juste une question sur les low bursts, les low BMI. Finalement, les trois traitements sont moins bons que le contrôle sur les low BMI. Et je me demandais, ces low BMI, est-ce que ce ne sont pas les plus sévères, en fait? Ce ne sont pas des patients MDR-TB cliniquement plus sévères? Et donc, dans ces cas-là, c'est un peu ennuyeux que ces trois traitements marchent moins bien que le contrôle qui est assez long? Ou est-ce qu'il faudrait leur donner à manger ou des nutriments? Enfin, voilà. Comment vous expliquer, en fait? Ok, merci pour la question. Oui, alors effectivement, tous les subgroupes qu'on a considérés, c'est tous les formes on essaie de prendre les formes les plus sévères dans chaque subgroupe. Donc le low BMI, effectivement, ça en fait partie.
Après, c'est embêtant que ce soit, que ça favorise le contrôle. Alors, tout ça, c'est des analyses exploratoires, déjà, donc qu'on ne peut pas conclure dessus. Et c'est aussi pour ça qu'on dit à la fin, en conclusion, que oui, on voit des signaux sur les low BMI, donc il faut explorer davantage, il faut plus de données. Mais on a comparé avec d'autres études qui n'avaient même pas fait, qui n'avaient pas regardé à ces données, en fait. Donc déjà, c'est une première réponse, et c'est juste un signal, il faut qu'on aille chercher plus loin. Mais je laisse Lorenzo. Juste rajouter un mot, Lorenzo, je suis de l'équipe aussi. Oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on a retrouvé, on ne s'attendait pas forcément à ça. Déjà, on peut l'expliquer par la sévérité, mais c'est vrai qu'on a aussi une analyse de sous-groupe sur la sévérité de la maladie. On n'a rien vu en termes de signaux. On peut imaginer peut-être que même les posologies pour ces patients qui ont des poids très bas n'étaient peut-être parfaitement pas adaptées, parce qu'en fait c'est compliqué. On n'était pas sûr exactement de la posologie la plus adaptée pour les bas poids. Donc c'est peut-être un signal intéressant. Donc c'est pour ça qu'on dit effectivement peut-être faire attention, réfléchir un peu. Est-ce que ça vaut plutôt la peine, par exemple, d'avoir un traitement individualisé pour ces patients, ou peut-être c'est pas vraiment une question de traitement, mais c'est une question de durée. Donc est-ce que peut-être pour ces patients à bas poids qui sont vraiment plus sévères, on pourrait prolonger les traitements. Donc c'est peut-être pas NTB, c'est peut-être tous les traitements courts. Parce que là, on compare à 18 mois de traitement, on a un traitement de 9 mois. Peut-être qu'on retrouverait la même chose dans les autres traitements courts de 6 ou 9 mois, parce que justement, c'est des données qu'on n'a pas trop dans les autres essais. Je sais pas si je peux... Merci beaucoup. J'ai une question sur justement la suite de ça. Je voulais savoir si vous avez fait aussi des analyses en fait de facteurs de risque en ajustant, parce que finalement les BMI low, souvent c'est lié à l'infection VIH, c'est un facteur de risque de mortalité chez le VIH. La sévérité, c'est en général des lésions sur la radio, quoi, ou le volume, le nombre de bacilles, quoi, la positivité des résultats. Donc il y a pas mal de choses qui overlappent. Et donc je me demande, est-ce que le BMI ressort comme un facteur de risque indépendamment des critères de sévérité, du VIH et tout ça? Ou pas? Je ne sais pas si tu as fait ça. Si, on l'a fait. On a fait des analyses ajustées. Le BMI était effectivement inclus donc, dans nos analyses ajustées. Et il me semble qu'il... Je ne sais plus le résultat. C'était pas signifiant. Donc on l'a fait, on a ajusté. Et donc il ne reste pas dans le modèle final. En fait, il ne sortait pas comme étant significatif. Okay, is there any other questions in the room? Y a-t-il d'autres questions dans la salle ou en ligne? Je ne crois pas. Bon. Une question là, merci. Johanna, pédiatre chez MSF, sur la mise en œuvre des algorithmes simplifiés et le rôle du changement de tâche. Il ne s'agit pas simplement de mettre les enfants sous traitement antituberculeux, mais le faire quand c'est approprié. Et souvent, on les met sous traitement contre la TB et on arrête tous les autres traitements. Donc, on ne peut pas simplifier à outrance pour faciliter le relais dans les tâches. Oui, merci Johanna pour ce commentaire. La première partie liée aux algorithmes, il s'agit d'identifier quel enfant présente des symptômes de tuberculose, chez qui on peut soupçonner la tuberculose. Ça, c'est le plus dur. Et il n'est pas évident de détecter ces symptômes
to get the long story, which, sometimes we just get the standard story, which sometimes you don't elicit those long-term symptoms of TB. Quelquefois, on ne va pas chercher les symptômes où les patients ne les décrivent pas assez, une toux qui dure depuis très longtemps, contact avec des personnes tuberculeuses. Il faut parler longtemps aux patients pour avoir toutes les infos. Le plus dur pour diagnostiquer la TB, c'est faire ressortir les symptômes, faire parler le patient. Et dès que vous pensez TB, là, ça devient plus facile, surtout qu'il y a les algorithmes maintenant qui aident vraiment. Et ça renforcera votre confiance si vous aviez soupçonné un cas de tuberculose. Et on a vu une forte augmentation d'enfants qu'on met sous traitement, chez qui on initie un traitement antituberculeux. Donc, assurez-vous d'avoir assez de provisions de traitement antituberculeux. Daniel is asking why did malnutrition Alors, Dana nous demande do worst with the new drug treatments. Qu'en est-il de la malnutrition par rapport aux nouveaux traitements? Allez, ça va, c'est bien. Oui, merci pour la question. Ouais, je vois que quelque chose a été retenu de la session. Non, en fait, on peut pas trop... Effectivement, on est vraiment dans l'interprétation des résultats, en sachant que c'est une analyse de sous-groupe exploratoire avec une petite, vraiment un petit échantillon. Donc, effectivement, on pourrait imaginer que qu'il y ait vraiment quelque chose et que ça soit lié à des facteurs immunitaires, ou bien j'ai déjà fait d'autres hypothèses, par exemple la posologie des traitements et l'effet que ça soit associé à d'autres facteurs, parce qu'effectivement dans cette analyse on n'a pas ajusté sur les autres facteurs associés à un IMC bas. Donc effectivement il y a peut-être ça aussi. Et je voulais juste, pour compléter ce que Malène disait avant, confirmer que dans les analyses principales quand même on a ajusté, on a fait 2 analyses ajustées avec un modèle qui était préétabli avant et un modèle établi statistiquement sur les facteurs associés. Et dans les analyses ajustées, dans la population générale, les résultats sont très solides dans toutes les populations et dans les analyses non ajustées. Donc globalement, on a des résultats assez robustes. Après, ça c'était vraiment pour essayer de guider, avoir des éléments en plus pour guider un peu les choix des cliniciens. Mais je pense qu'il n'y en a pas une réponse claire sur cette population de patients qui sont mal nourris. Okay, thanks very much. Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions en ligne ou dans la salle, je vais récapituler rapidement. Ce dernier point est intéressant à propos de la nutrition. Comme je le disais, la nutrition et la tuberculose, c'est très étroitement associé. On sait bien que le bas poids, c'est un facteur de risque d'un mauvais pronostic chez les tuberculeux. Et on sait très bien aussi que le plus gros impact sur l'épidémiologie de la tuberculose, c'est aussi associé avec l'évolution socio-économique des pays. Et ça, finalement, ça a beaucoup plus d'impact, cette évolution positive des conditions socio-économiques qui a plus d'importance même encore que tout ce qu'on peut faire. Donc l'OMS est en train de réviser les directives en matière de tuberculose et de nutrition. Il me semble que ces 3 présentations de notre équipe ici sur scène étaient fantastiques. Elles sont le fruit d'années et d'années de travail et d'efforts de nombreuses personnes. Merci beaucoup pour leurs résultats et je pense qu'on peut en conclure aussi qu'on a quelques progrès. C'est quand même bien d'avoir des traitements plus courts à la fois pour des tuberculoses sensibles ou multirésistantes chez l'enfant, car les enfants sont éligibles, même s'ils n'étaient pas dans l'étude. Et ça, on peut le faire sur la base d'études observationnelles. Donc, on ne peut que se féliciter de la mise à disposition de ces traitements. Et il suffit maintenant de les diagnostiquer et TACTE nous aidera à le faire
Daniel et son collègue sont là avec nous aujourd'hui. N'hésitez pas à les contacter.